France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre talk de fin d'après-midi jusqu'à 18h. C'est votre LGF comme chaque jour en ce 28 septembre. J'espère que vous allez bien. C'est parti donc jusqu'à 18h. On vous donne la parole donc. Profitez-en, prenez-la cette parole, exprimez-vous avec aujourd'hui, et ça fait longtemps, ça fait plaisir de la revoir. Oui, plaisir partagé mon cher Christophe. Comment elle va, notre petite Nadia Lazouni? Eh ben Nadia elle va bien, elle est très contente de retrouver les locaux, des très beaux locaux de Radio France Maghreb 2, bien rafraîchis, et de retrouver aussi les auditeurs de Radio France Maghreb. Alors ma chère Nadia, ça va depuis le temps, ça s'est bien passé, tranquille, tu vas bien? Oui, ça va, il y a eu une longue période on va dire de pause, mais c'est pas une véritable pause puisqu'on restructure, on repense les projets et voilà, on essaie d'avancer dans la conception. Là on est dans l'exécution, j'en parlerai un peu plus tard. Très bien, voilà. Alors, est-ce que tu nous as préparé un petit avis tranché? Oui, j'ai un avis tranché, voilà, je vais parler de médecine chinoise. Ah très bien, médecine chinoise, d'accord, Oui. d'accord. Et puis un petit coup de cœur? Un petit coup de cœur, de manière assez spontanée comme ça va me venir. Très bien. Je crois que mon cœur je l'ai laissé au bureau là. Bon, on va le découvrir tout à l'heure Voilà, peut-être. vous allez le découvrir, voilà. c'est ça. Restez bien avec nous sur France Maghreb 2. Voici le sommaire de cette émission de ce jeudi 28 septembre. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce jeudi, Elsa Lefort, épouse de Salah Hamouri, sera enfin reçue à l'Elysée. Ça sera le 9 octobre prochain. Une bonne nouvelle à partager en espérant évidemment que ce rendez-vous donnera quelque chose de positif. Croyez-vous à la volonté française pour le sort de ce franco-palestinien? On en parle ensemble avec vous. Direction la Suisse, puisque les mosquées de Suisse pourraient bientôt se voir interdire de recevoir des financements étrangers. Est-ce un moyen d'en finir avec l'islam des consulats? Des places à gagner toujours dans le quiz du LGF pour le concert de Rimka le 6 octobre prochain à l'Olympia, un concert en partenariat avec France Maghreb 2. Et évidemment, la liberté d'expression vous donne rendez-vous tout à l'heure dans Libertad au 01 40 33 9000. Vous avez la parole, prenez-la. Disparition en 1895 de Louis Pasteur, chimiste et physicien de formation, découvreur du vaccin contre la rage. En 1970, disparition toujours un 28 septembre de Gamal Abdel Nasser, général égyptien, second président de l'Égypte. Décidément beaucoup de disparitions, cette fois-ci en 1973, un accident de la route pour Fernand Reynaud, acteur. Fernand Reynaud est mort dans un accident de la route cet après-midi. L'accident s'est produit près de Rion, dans le Massif central. Fernand Reynaud, qui conduisait sa Rolls-Royce, est entré en collision avec un camion qui venait en sens inverse. Le 28 septembre 1895, création de la Confédération Générale du Travail, la CGT, 1958 à 28 septembre. Premier référendum en France, les Français approuvent à 82,6% la constitution de la 5e République. En 1960, la Syrie, après un coup d'état militaire, quitte la République arabe unie qu'elle avait fondée ainsi avec l'Égypte le 1er février 1958. C'est arrivé un 28 septembre, d'autres événements bien demain. Voilà ma chère Nadia pour un petit peu revisiter. C'est très riche, intéressant. Voilà. Surtout les dates historiques. Bon, les dates des célébrités, je suis un peu moins fan. Ouais, je sais. Il y en a qui aiment bien. Voilà, il faut satisfaire les envies de chacune et chacun. Exactement, c'est un peu le principe. Ma chère Nadia, tu la connais certainement. Elle sera avec nous dans un instant. Elsa Lefort, épouse de Salah Hamouri, que l'on va appeler parce que on a appris tout récemment au travers du Facebook du papa d'ailleurs d'Elsa, Jean-Claude Lefort, que cette dernière ainsi que son papa et l'avocat français de Salah Hamouri seraient reçus à l'Elysée le 9 octobre prochain. L'occasion de demander à Elsa finalement, est-ce une bonne nouvelle? Et on peut se poser la question ensemble avec vous, Nadia, auditeur, auditrice. Croyez-vous à la volonté française concernant le sort de Salah Hamouri? Est-ce que vous pensez que les autorités françaises vont s'y intéresser, comme par exemple ils l'ont fait tout récemment pour le journaliste Louburo, pour qu'ils ont réussi à obtenir la libération de Turquie par exemple, et d'autres bien sûr. Est-ce que Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, va afficher le portrait de Salah Hamouri sur la mairie de Paris? Bien sûr que non. Je suis encore naïf. Pardon. Bien sûr que non. J'essaie encore d'essayer de comprendre. Ouais, je peux me permettre un commentaire. Moi, ce dont je me souviens avec Salah Hamouri, lors de son premier emprisonnement arbitraire, comme d'habitude, c'était un acteur que j'aime beaucoup. Tu sais, celui qui a joué avec Omar Sy dans Intouchable. François Cluzet. Exactement. C'est lui qui a interpellé un peu les pouvoirs publics et politiques par rapport au sort de Salah Hamouri. Devant Laurent Delahousse qui était complètement un peu décontenancé. Oui, il savait pas comment gérer la
la situation et je me souviens que Copé était sur le plateau et il faisait je ne connais pas, je ne comprends pas. Qui c'est ? Voilà, ça avait suscité un certain émoi chez Cluzet, voilà, monsieur François Cluzet, et puis voilà, 2017, ça recommence. Voilà, c'est ça, un peu bis repetita. J'espère que l'on entendra la voix de Madame Elsa et de tous les autres soutiens et qu'on n'ait pas besoin que des célébrités se saisissent de ce type d'affaires pour mobiliser l'opinion publique. C'est quand même malheureux, quoi. Alors, elle ne sera pas reçue par Emmanuel Macron, hein, non, elle sera reçue par la cellule diplomatique de l'Élysée le 9 octobre prochain, mais c'est déjà une première. Faut prendre toujours ce qu'il y a à prendre. Bien sûr. On lui passe un coup de fil à Elsa, justement, dans quel état d'esprit elle est justement à quelques jours de ce rendez-vous du 9 octobre à l'Élysée. Vous pourrez évidemment intervenir au 01 40 33 9000 pour nous donner votre sentiment sur ce, clairement, 2 poids 2 mesures concernant cette affaire et Salah Hamouri, qui est, je le rappelle, à toutes fins utiles, franco-palestinien. J'ai bien dit franco-palestinien. Voilà, on aurait aimé que la France s'intéresse, se mobilise, comme elle l'a fait d'ailleurs pour Gilad Shalit, par exemple. Voilà. Et qui pourtant, Gilad, lui, était quand même un militaire. Donc, il avait un esprit belliciste, ce que n'a pas monsieur Salah Hamouri, qui est un civil, rappelons-le. Et qui est un avocat, fraîchement d'ailleurs avocat, parce qu'il a eu son diplôme d'avocat 3 jours avant d'avoir été arrêté au mois d'août, on le rappelle. Donc restez avec nous, le grand forum sur France Maghreb 2, bien sûr. Et puis tout à l'heure, on parlera un peu de la Suisse, parce que apparemment la Suisse, ils ont pris une mesure, c'est celle d'interdire les mosquées de pouvoir bénéficier d'argent venu de pays étrangers. Et on pourra se poser la question ici, est-ce que c'est possible ici en France, parce qu'il y en a marre, mais alors vraiment marre de cet islam des consulats, où il y a des mosquées qui sont sur la mainmise de l'Algérie, d'autres le Maroc, d'autres la Turquie. Ça suffit. Il faut que ça cesse et que enfin les gens de France, qui sont quand même des gens responsables, des musulmans responsables, puissent se gérer eux-mêmes sans avoir l'appui et l'argent financier des pays étrangers, parce que forcément, Nadia, quand on donne de l'argent, quand un pays donne de l'argent, il impose des petits trucs. Est-ce que c'est vraiment contre une prétendue propagande qu'ils aimeraient lutter, ou c'est contre la construction de mosquées tout court? C'est ça la vraie alors question. Là, peut-être que après il y a autre chose, mais en tout cas, on va juste se prendre sur cette forme-là, parce que moi, ça m'intéresse. Franchement, est-ce que les auditeurs, auditrices sont interpellés justement par le fait peut-être qu'on puisse avoir une gestion un petit peu indépendante? Et s'agissant de la France, c'est déjà le cas. On peut pas recevoir de fonds étrangers pour la construction ça c'est en théorie. En théorie. Oui, voilà, parce qu'on sait très bien que évidemment il y a beaucoup d'argent qui viennent de l'étranger, d'Arabie Saoudite, etc. On sait très bien aussi que certaines mosquées sont gérées par les pays d'origine, Maroc, Algérie. La mosquée d'Evry, c'est le Maroc. La mosquée de Paris, c'est l'Algérie. Voilà. Alors ça, c'est surtout au niveau de l'administration, du conseil d'administration de la mosquée. Voilà, donc c'est très ennuyeux. Par exemple, je sais que pour ne pas les nommer, il y a des mosquées où il ne peut pas y avoir un recteur, enfin un imam, qui ne soit pas de la même, de la même origine que la tendance, que les membres du conseil. Voilà. Bon, c'est un problème. Oui, c'est un problème. On va en parler. À tout de suite sur France Maghreb de Pub, et Nadia Lazouni qui est avec nous, qui fait son retour aujourd'hui jusqu'à 18h avec nous. Super. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en ce jeudi 28 septembre avec Nadia Lazouni qui est avec nous aujourd'hui pour nous accompagner, pour échanger bien sûr sur l'actualité et sur tous les sujets proposés évidemment sur France Maghreb 2. Et parmi les sujets, donc on vous en parlait hier déjà, c'est donc Elsa Lefort qui est l'épouse, je le rappelle, de Salah Hamouri, qui va être reçue accompagnée de son papa d'ailleurs, Jean-Claude Lefort, qui a annoncé sur la page Facebook d'ailleurs ce rendez-vous à l'Élysée le 9 octobre prochain, accompagné également de l'avocat français de Salah Hamouri. Alors, on va se poser la question, est-ce une bonne nouvelle et dans quel état d'esprit y vont-ils? Nous avons avec nous Elsa Lefort. Bonjour Elsa. Bonjour à tous. Oui, en effet, on a eu cette nouvelle. Donc, est-ce qu'elle est bonne? Déjà, au moins on a une réponse. Donc, c'est toujours agréable parce que ça fait maintenant plus d'1 mois que du coup Salah est en détention et on n'avait pas de réponse. Donc, c'était assez désagréable et difficile d'essayer d'interpréter les silences de la diplomatie française. Donc on espère au moins. Donc on n'a pas plus d'informations qu'un rendez-vous. On n'a pas eu un point d'étape sur ce qui se passe ou sur ce qui ne se passe pas. Mais en tout cas, on espère avoir des informations lors de ce rendez-vous.
Alors c'est un rendez-vous que vous avez avec la cellule diplomatique de l'Élysée, c'est pas avec le président de la République? Non, oui, c'est avec le conseiller diplomatique adjoint. Donc voilà, c'est pas le président. Le président n'a pas encore répondu à nos demandes, mais voilà, enfin très bien, on verra ce que ce conseiller a nous annoncer. Voilà, on espère que ce sera quand même engageant, parce que voilà, on l'a vu récemment avec le bureau, les autorités françaises n'avaient pas été du tout timides. Et non, ils avaient envoyé le ministre des Affaires étrangères en Turquie négocier la libération. Voilà, c'est ça. Et puis le président avait lui-même appelé Erdogan. Donc voilà, c'était pas du tout là. C'est donc un rendez-vous dont on espère avoir des prises de position claires. Notamment sur comme ils ont pu faire pour le bureau, c'est pas du tout de l'ingérence qu'on leur demande. On leur demande de prendre une position claire donc sur une détention arbitraire qui touche un concitoyen. Donc voilà, comme ils ont pu le faire il y a quelques semaines en Turquie. Voilà, nous, on espère entendre des avancées effectives et voilà. Alors comment ça se passe concrètement, Elsa? Vous avez sollicité le ministère des Affaires étrangères, l'Élysée, pour demander à ce que vous soyez reçus, c'est ça? Oui, c'est ça. Dès l'arrestation de Salah, moi j'avais écrit, je m'étais adressée au président par des conseillers à l'Élysée. Pareil, on avait sollicité le MAE. Voilà, on n'avait pas de réponse. Là, c'est du coup l'avocat de Salah, Béranger de Tournai, qui a obtenu cette réponse. Voilà, peu importe. Enfin, ça a mis du temps quand même. C'est pas. Et puis bon, là, du coup, le rendez-vous est encore dans une semaine, donc ça fera quasiment 1 mois et demi qu'il sera en détention, Salah. Donc voilà. J'espère qu'en 1 mois et demi, la diplomatie française a pu obtenir des réelles avancées et que c'est pas juste pour répondre. Parce que bon, bien sûr, nous on a fait cette demande, mais il y a j'imagine une pression aussi populaire, parce que je sais que pas mal de gens ont envoyé des mails ou des lettres à l'Élysée. Donc il y a aussi des élus qui ont sollicité le président ou le ministre des Affaires étrangères. Donc j'imagine que toute cette pression fait qu'au bout d'un moment, bon, ils peuvent pas garder le silence. Garder leurs œils. Voilà, c'est ça. Ils sont peut-être un peu obligés, ils sont peut-être un peu contraints de nous recevoir, parce que voilà, ce silence est vraiment pesant et on n'est pas tout seul à le dénoncer. Donc je pense que voilà, maintenant il donne ce premier rendez-vous. Voilà. Maintenant, voilà, on espère avoir vraiment du concret, pas un rendez-vous juste pour satisfaire. Voilà, moi j'y vais pas pour visiter l'Élysée. Bien sûr, on imagine bien. Nadia. J'ai une petite question, Elsa, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez revenir sur les circonstances de l'arrestation de votre époux, puisqu'on entend énormément de choses, notamment sur les réseaux sociaux. Donc ça serait bien que vous nous relatiez exactement ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Oui, il a été arrêté le 23 août à Jérusalem-Est par l'armée israélienne. Au début, il lui était reproché il est soupçonné d'avoir repris des activités dans une organisation ennemie, mais au final, maintenant, il a été condamné en fait à 6 mois de détention administrative, donc sans charge ni jugement. Donc oui, ça se passe comme ça là-bas. Ça se passe comme ça dans la plus grande démocratie. A priori, au début, on lui reprochait quelque chose, et puis finalement, il a été condamné sur rien, quoi. Donc bon, c'est quand même l'arbitraire le plus total, quoi. Donc justement, aussi cette détention administrative, nous on attend aussi que l'État français dénonce ce système qui est un véritable déni du droit, parce que du coup il sait pas pourquoi il est arrêté, son dossier est secret, donc ni lui ni ses avocats n'ont le droit de le consulter, et au bout de 6 mois sa détention peut être renouvelée sans qu'il y ait besoin d'apporter Oui, et puis sans qu'il y ait besoin d'apporter des preuves d'une quelconque culpabilité. Donc je veux dire, quand on prétend être une démocratie, on peut pas agir de la sorte. Voilà, donc on attend des autorités françaises aussi qu'elles se positionnent sur ça. Voilà, c'est pas juste, il est pas en prison parce qu'il a fait un délit, ou voilà, il est en prison pour des raisons politiques, et
Et du coup, voilà, cette détention administrative est totalement illégale. Donc voilà, on attend aussi que les autorités françaises se positionnent là-dessus. Est-ce que vous avez eu le soutien d'élus, de députés français qui ont manifesté? Oui, il y a des députés, des sénateurs, des maires. Là, il y a pas mal de collectivités territoriales, des mairies et des conseils départementaux qui ont voté des vœux ou des motions donc de soutien. Et alors, on voit que dans le détail des votes, c'est vraiment, à peu près tous les partis peuvent apporter leur soutien. C'est pas une question de gauche, droite, et à part l'extrême droite qui n'apporte pas son soutien, mais ça on s'en félicite. On s'en passe. Oui, on s'en passe et on s'en félicite. Donc voilà, mais du coup voilà, ça commence hier soir, c'est Gennevilliers, Choisy-le-Roi, il y a Ivry, il y a de plus en plus de villes qui prennent position et des élus aussi qui interpellent le gouvernement. Et au sein de la famille politique d'Emmanuel Macron, vous avez des soutiens? De La République En Marche, les députés? Ouais. Eh bien, il y a la ville de Besançon, donc qui a voté un vœu de soutien à ça, et il y a un député de Moselle qui il a lui-même publié sur son Facebook qu'il allait interpeller Le Drian. Voilà, donc oui, et du coup je pense que ça dépasse les clivages politiques. Voilà, c'est juste quand on est attaché à la défense, à la justice. Voilà, à la justice, à la défense des droits de l'homme, je pense que on doit se sentir concerné par cette injustice-là. Elsa, moi on invite, parce que je veux pas dire mais on invite régulièrement dans cette émission les auditeurs à interpeller leurs députés. C'est le meilleur moyen de pouvoir remonter une affaire et faire pression de la meilleure manière qu'il soit, en utilisant finalement la démocratie. Les députés reçoivent énormément de courriers, de mails, donc aujourd'hui chacun et chacune peut avoir accès aux coordonnées de son député et d'envoyer des courriers pour parler de Salah Hamouri, pour parler de d'autres causes qui vous tiennent à cœur. Et sachez que on en a la preuve. Si les députés reçoivent une trentaine, quarantaine, cinquantaine de lettres sur un même sujet, ils vont être obligés de s'y intéresser parce que un député s'intéresse évidemment à ce que veulent finalement ses électeurs, et être obligé de remonter ça en commission, puis ensuite proposer une question au sein de l'Assemblée nationale. Il y a comme ça que ça marche, et j'invite vraiment tous les auditeurs à continuer de faire pression. C'est pas parce qu'effectivement il y a ce rendez-vous à l'Élysée le 9 octobre qu'il faut relâcher la pression, bien au contraire. Il faut l'amplifier même, et il faut que chacun et chacune puisse faire quelque chose, parce qu'on se dit oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour Salah Hamouri? On peut faire ça pour quelque chose pour Salah Hamouri. On envoie des courriers à son député, on interpelle les ministères, le président de la République, c'est gratuit, on peut lui envoyer une lettre, voilà. Donc n'hésitez pas à interpeller tous vos députés, toute personne politique pouvant être influent, pour demander, et à ce que résonne finalement, à l'image de ce que Patrick Le Yarrick, le député européen, avait demandé, à ce que résonne liberté pour Salah Hamouri. Ça suffit, on n'en peut plus. Et on demande d'ailleurs à madame Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui avait placardé sur la mairie de Paris l'affiche de Gilad Shalit lorsqu'il était en otage. Eh bien, on demande la même chose, madame Hidalgo. Soyez impartial et soyez comme tous ces gens aussi qui demandaient la libération de Salah Hamouri. Affichez l'affiche de Salah Hamouri, la photo de Salah Hamouri sur la mairie de Paris. Ce serait évidemment un symbole, mais on ose imaginer qu'elle le fera jamais. Puis mobiliser les médias aussi. Oui, pardon, Elsa. Non, Elsa, je vous en prie. Allez-y. Non, justement, le groupe Front de Gauche du Conseil de Paris a proposé hier au Conseil de Paris un vœu, et le vœu a été rejeté. Voilà. Parce que du coup, tout à l'heure, j'ai parlé des collectivités vous entendez, qui avaient approuvé, mais à Paris, ça a été rejeté. Vous entendez, évidemment. Voilà, ça a été rejeté. On ne donne pas les motifs, ni pourquoi, etc., non? Je serais bien curieuse de lire le compte rendu quand il sera en ligne. Voilà, donc pour le moment. Donc le Front de Gauche, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui sur France Maghreb 2. Le Front de Gauche a demandé
a voté une oui, a soutien. présenté un vœu de soutien qui demande, comme tous les autres vœux, la libération de Salah, l'intervention de la France, et il a été rejeté. Donc la mairie de Paris donc l'a rejeté. Bon bah écoutez, à bon entendeur, hein, j'ai envie de dire. Une décision qui doit être aussi arbitraire. Bah évidemment, très arbitraire, très politique. On sait évidemment les incohérences de chacun et de chacune. Alors Elsa, on a bien compris en tout cas que vous n'y allez pas pour visiter l'Élysée. Il y a les journées du patrimoine pour ça, mais c'est pour demander évidemment la libération de votre mari. Petite question, lorsque votre mari a été arrêté, Elsa, est-ce que vous étiez sur place à Jérusalem? Non, j'étais pas sur place, puisque moi je suis interdite d'entrer en Israël depuis janvier 2016. Voilà, j'ai été alors que j'étais en règle et que je travaillais pour le consulat de France à Jérusalem. J'ai été expulsée vers la France et depuis je peux pas y retourner. Donc non, j'étais pas sur place. Parce que vous êtes l'épouse de Salah Hamouri, on est d'accord? Oui, bien sûr. Enfin, c'est sûr que c'est un moyen de pression sur lui. Voilà, j'ai été expulsée. Puis avec moi, puisque j'étais enceinte de 6 mois, il y avait aussi notre enfant. Donc c'est un véritable moyen de pression que de lui dire, ta famille peut plus vivre à tes côtés. Tu choisis ta patrie ou ta famille. Voilà, c'est un choix qui n'est pas acceptable et c'est très difficile à vivre au quotidien. Mais il est hors de question qu'il quitte sa patrie. Vous avez le soutien évidemment de votre famille, hein, j'imagine, votre papa qui est très engagé aussi. Oui, il était à l'initiative du précédent comité de soutien à Salah, et là il est aussi à nos côtés dans le comité, bien sûr. Oui, il est très présent aussi. Elsa, quelles sont les nouvelles que vous avez? Parce que je sais que vous avez que des nouvelles de Salah Hamouri, de votre époux par les avocats sur place, puisque Salah ne peut envoyer de courrier à l'étranger, donc ne peut communiquer avec vous. Il n'y a que vous qui pouvez de temps en temps lui envoyer une lettre, si tant est qu'il les reçoive. Quelles sont les nouvelles que vous avez de Salah? Comme depuis le début de son incarcération, il a toujours le moral. Et il l'aura toujours. Hein. On a beau, l'occupation a beau lui taper dessus, il a toujours la tête haute et le sourire, comme on peut voir sur les photos, ou même avec les chaînes aux mains et aux pieds, il sourit quand même. Donc voilà, il garde ce moral. Et les avocats lui font part de la mobilisation en France. Moi, je les informe quotidiennement. Donc voilà, ça lui fait aussi beaucoup de bien. C'est précieux. Il témoigne de tout ça, ses co-détenus aussi, qui ça fait du bien de se dire, parce que bon, voilà, nous on parle de Salah, mais quand on parlait de Salah, c'est parler de tous. Ils sont plus de 6200, donc voilà. 6200. Voilà, donc on parle de Salah et bien sûr on pense à tous les autres qui sont incarcérés tout aussi arbitrairement, et il y en a qui sont condamnés depuis plus de 20 ans, il y en a qui sont condamnés à vie. Enfin voilà, c'est à chaque fois des destins des gens que l'occupation essaye de briser, des hommes et des femmes qui passent plusieurs fois, souvent par les prisons, et en fait à chaque fois qu'ils y passent, l'occupant pense pouvoir les briser, mais en fait la plupart vous diront que ça renforce juste leur conviction et leur motivation, et ça leur à chaque fois, voilà, ils en sortent plus forts et plus déterminés pour continuer à lutter pour obtenir leur indépendance. En tout cas, faites-lui savoir à Salah que ici à France Maghreb 2, on est vraiment de tout cœur avec vous et on vous soutient vraiment sans faille, donc dans votre combat qui, on le sait, est compliqué, difficile. Salah est habitué à la difficulté depuis quelques années maintenant. Il venait d'avoir, vous nous disiez l'autre fois, son diplôme d'avocat 3 jours avant, quasiment avant qu'il soit arrêté. Non, oui, 3 jours avant. 3 jours avant, donc il venait d'avoir son diplôme. On espère qu'il puisse en tout cas travailler en toute liberté le plus vite possible, qu'il puisse revenir. Et l'invitation, je vous la refais ici, donc dès qu'il sera libéré, on espère le plus vite possible, ici dans le studio pour une grande fête avec vous, Elsa. Et voilà, avec plaisir. Et puis donc, évidemment, je ne manquerai pas de vous rappeler le 9, alors peut-être pas le 9 parce que vous avez un rendez-vous le 9, mais le 10, pour que vous puissiez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Et on invite aussi tous les auditeurs et auditrices à se rapprocher de la page Facebook qui s'appelle, Elsa ?
Liberté pour Salah Hamouri, et vous trouverez donc les informations, et il y a aussi l'adresse si vous souhaitez écrire à Salah. Voilà, il y a son adresse postale. Donc comme vous dites, on espère que la plupart des lettres lui seront remises, mais en général, voilà, il faut pas mettre ses coordonnées sur le dos de l'enveloppe, parce que sinon, ça, c'est sûr la lettre vous sera renvoyée. Mais voilà, si vous voulez envoyer une lettre, une carte postale de la région dans laquelle vous vivez, enfin voilà, un peu de soutien, c'est aussi de la solidarité directe qui permet de témoigner son soutien à Salah et à ses co-détenus. Merci beaucoup Elsa, en tout cas, et bon courage. Bon courage Elsa. Merci. On est de tout cœur avec vous et avec toute la famille. Merci beaucoup. Merci à vous. Et avec toute la Palestine, j'ai envie de dire. Oui, à bientôt, merci beaucoup Elsa. Au revoir et bravo pour votre courage. À bientôt. Voilà. Bon, une femme courageuse, hein. Une femme courageuse. Un petit peu à l'image de ce peuple palestinien qui résiste. Exactement. Depuis combien ? Depuis des lustres. Depuis le début, depuis même avant la création de l'État d'Israël, il luttait. Voilà, il continue en tout cas, 01 40 33 9000. Moi j'ai envie de vous poser la question, Nadia, je te la pose. Est-ce que vous pensez que les Français, la volonté française va pouvoir s'engager pour demander la libération de Salah Hamouri ? Est-ce que, on le voit, Elsa nous a dit qu'il y avait des députés qui commençaient à s'y intéresser, des mairies. Vous l'avez entendu quand même, c'est une information importante quand même que j'aimerais que les auditeurs retiennent. C'est que le Front de gauche, donc à Paris, a demandé un vote de soutien avec tout ce que ça engage pour Salah Hamouri. Le Conseil de Paris a rejeté pas plus tard qu'hier. Voilà. Donc la mairie de Paris ne veut pas soutenir Salah Hamouri. Pourquoi ? Pour quelle raison ? On pose la question, je la pose ouvertement aujourd'hui. Pour quelle raison Madame Anne Hidalgo et ses conseillers ne veulent pas soutenir Salah Hamouri ? Ils n'ont pas hésité à le faire pour Gilad Shalit. C'est une question rhétorique, mon cher Christophe. Oui. Non, mais ça commence à devenir un peu gênant. Oui, c'est gênant. Et puis effectivement, quand on dit d'afficher comme ça ce pas de mesure assez ouvertement, c'est quand même gênant. Voilà, pourquoi les Français ne votent plus ? Pourquoi ils sont devenus ils ont choisi le parti de l'abstentionnisme. Vous voyez, c'est ce type de comportement et de ces injustices-là qui sont le fait de femmes et d'hommes politiques qui aussi expliquent pourquoi on se désintéresse de plus en plus à la politique. Vous voyez, c'est ce type de décision purement arbitraire, je pense, qui dégoûte les Françaises et les Français. Oui, mais alors, il y a aussi, faut pas non plus voir que du noir, parce qu'il y a aussi des députés, effectivement, qui s'y intéressent, des maires, des mairies qui se mobilisent. Oui. Donc voilà, il y a aussi des gens qui font bien leur métier et qui utilisent leur poste, leur quelconque influence pour essayer de faire monter les choses. Oui, mais la mairie de Paris, c'est tout un symbole, parce que d'un côté, elle permet le Tel Aviv plage à Paris, on s'en souvient du scandale de l'émoi que ça a suscité une fois de plus, et aujourd'hui, il s'agit de soutenir un civil. C'est un vrai bit d'ailleurs, faut le dire. Voilà, aussi, on peut aussi le rappeler aux auditeurs, et aujourd'hui, on veut soutenir un prisonnier, qui a été arraché de sa patrie, arraché de sa famille, et c'est ce que disait Elsa tout à l'heure, et c'est très juste. Faut arrêter de se laisser enfermer dans des cases pro-israéliens, pro-palestiniens. Moi, je l'ai toujours refusé. On est du côté de la justice. C'est tout. Pas du côté de la Palestine. Et en l'occurrence, la justice, c'est soutenir les droits les plus élémentaires des Palestiniennes et des Palestiniens. Exact. Et donc, écoutez, voilà, on note, c'est acté pour nous, pour ce qui concerne en tout cas la mairie de Paris, qui effectivement, comme tu le disais, c'est un symbole. Madame Anne Hidalgo, vous en sortiriez grandi en tant que maire de revenir sur votre décision. Voilà. On attend. On met ça sur la place publique. Après, à chacun et chacune de se faire sa propre opinion. Mais la question, je vous la pose. Est-ce que vous pensez quand même que la volonté française sera au rendez-vous pour que, pression soit faite sur Israël pour demander et exiger, exiger la libération de Salah Hamouri? Est-ce qu'Emmanuel Macron sera peut-être le président qui va essayer d'obtenir et de s'occuper du cas d'un franco-palestinien qui est Salah Hamouri? Voilà, on va guetter ça de très près. On va évidemment suivre le rendez-vous du 9 octobre avec Elsa et avec tout le comité de soutien, parce qu'il est nombreux, et on leur dit encore une fois bravo, et on leur apporte tous nos soutiens d'un point de vue personnel, en tout cas en ce qui me concerne. Pour ce qui est du reste, j'imagine que toi aussi, Nadia. Bien sûr. Bon, on continue avec dans un instant vos appels, bien sûr, au 01 40 33 9000. On va parler un peu de médecine chinoise au travers de ton avis tranché, avant de retrouver le zapping et avant de partir en Suisse sur France Maghreb 2 dans le HF. France Maghreb 2. France Maghreb 2.
LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. Vous qui êtes peut-être sur la route dans les embouteillages, à l'image de Amokhalan qui nous écoute. Grand bonjour à toi et à Ossine qui nous écoutait. Voilà, je sais qu'ils voulaient leur bonjour, donc salut les gars. Salut. Voilà, profitez-en. Voilà, Ossine essaie de répondre au téléphone un peu de temps en temps. Nadia Lazouni qui est avec nous jusque 18h, bien sûr. Vos appels au 01 40 33 9000 sur cette question que je vous pose. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pensez, croyez-vous, donc à la volonté française de pouvoir travailler et faire en sorte d'obtenir, d'exiger, que dis-je, la libération de Salah Hamouri. On en parlait avec son épouse il y a quelques instants, Elsa Lefort, qui était avec nous au téléphone, qui, je le rappelle, pour l'information importante à retenir, a rendez-vous à l'Elysée le 9 octobre prochain. Par la cellule diplomatique, elle sera reçue, ainsi que son papa et son avocat français, donc qui seront de la partie donc le 9 octobre prochain, bien sûr. Et elle nous disait donc, information assez importante, qu'une motion de soutien avait été déposée par le Front de gauche à Paris et que le Conseil de Paris avait rejeté le soutien à Salah Hamouri. Voilà pour les informations qu'il vous fallait connaître aujourd'hui. On va passer maintenant à l'avis tranché de Nadia Lazouni, le premier pour ce qui la concerne de cette saison. Oui. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Et avec Nadia, nous allons parler de médecine chinoise. Oui. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la rentrée, c'est toujours l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Et cette année, j'ai décidé d'être à l'écoute de mon corps. Comme la plupart d'entre vous, je souffre occasionnellement d'un mal de dos. Et oui, le mal de dos est la première cause de consultation en France, toute médecine confondue. Sauf que je n'ai aucune envie d'être traitée avec des antalgiques, surtout que l'origine de cette douleur n'est peut-être pas physique, mais psychique. Alors autant trouver une méthode qui réconcilie ces deux entités qui nous constituent. Vous voyez où je veux en venir? Ben oui, vous l'avez deviné, je veux parler de médecine chinoise. Cette pratique teintée d'exotisme venue de contrées lointaines aurait du mal à prouver son efficacité. Pourtant, j'ai découvert dernièrement les images d'une opération à cœur ouvert réalisée sans anesthésie générale. Grâce à l'acupuncture, le chirurgien chinois a choisi 8 points pour planter ses aiguilles dans le corps de la patiente avant de lui ouvrir le thorax. C'était spectaculaire. Basée sur la prévention, la médecine chinoise est pratiquée depuis des millénaires. Elle veille à réconcilier le patient avec son corps et son esprit en réintroduisant la notion de bien-être dans le processus de guérison, là où la médecine conventionnelle propose une approche par organe. Axée sur l'autoresponsabilisation et l'autonomisation du sujet, le patient acquiert progressivement les capacités physiques et mentales pour retrouver un corps sain. Et si l'on réconciliait le corps et l'esprit dans le processus de guérison? Et si l'on dépassait le statut de patient sujet pour devenir un patient acteur par la réappropriation de son corps et de ses émotions? Et si l'on devenait notre propre médecin? C'est ce à quoi nous invite la médecine chinoise et c'est peut-être ce qui explique l'engouement des Français, de plus en plus nombreux, à abandonner une médecine conventionnelle déshumanisante qui les a dépossédés de leur corps. Et si tout ça, ça vous donne envie, eh bien figurez-vous que la 5e émission du Nadia Lazouni Show, qui devrait être diffusée ce soir à 21h sur Speak Up Channel et sur RTV, va justement tenter de répondre à toutes ces questions. Très bien, donc de médecine chinoise, il va être question. Exactement, et mon invité en fait est monsieur Dominique Canonge, qui est praticien et formateur en médecine chinoise. On l'a rencontré dans son cabinet dans le 5e arrondissement et il a bien voulu répondre à toutes ces questions. D'accord, et ça obtient un certain succès maintenant Ah oui, énormément. Aujourd'hui, la médecine chinoise... Et ça permet de soigner quoi, par exemple? Alors, c'est une question que j'ai posée par exemple à monsieur Canonge, il me dit tout. Je dis tout, il me dit oui, absolument tout. Il me dit après, je lui ai demandé s'il n'y avait pas des limites finalement au traitement, comme pour des pathologies très graves comme le cancer. Il dit oui, effectivement, tout comme la médecine conventionnelle d'ailleurs, puisque dans la médecine chinoise et la médecine conventionnelle, on a une obligation de moyens et pas de résultats. Donc effectivement, en tout cas, ça soigne de tout, ça soigne de l'asthme, ça soigne des maux de dos, ça soigne des migraines. C'est quoi? C'est avec des aiguilles? C'est avec quoi? Alors oui, voilà, alors ça c'est pour l'acupuncture. Effectivement, en fait, on a des énergies qui circulent dans notre corps via des méridiens. Et les méridiens, ce sont des lignes fictives qui sont raccordées en fait à des organes. Et en piquant et en choisissant finalement un endroit dans ces méridiens,
ça permet grâce à ces aiguilles, de rééquilibrer les énergies. Voilà. Donc c'est vrai que ça paraît très abstrait, mais ça fait ses preuves. D'ailleurs, j'avais vu le commentaire il y a pas très longtemps sur Facebook d'un ami qui disait que il avait repris le sport et qui s'était fait une entorse à la cheville. Et avec un strapping, etc., il était toujours pas soigné, il n'avait pas retrouvé toutes ses facultés. Et grâce à l'acupuncture, il a pu courir de nouveau sans difficulté, avec en tout cas sans douleur. Vous pouvez nous dire si vous avez testé la médecine chinoise, appelez-nous à 01 40 33 9000. Est-ce que ça a été efficace pour vous? Pour quel mal vous avez consulté cette médecine chinoise? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a fonctionné? Dites-nous, voilà, faut en tout cas essayer de connaître. Il n'y a pas que l'acupuncture en plus dans la médecine chinoise. On peut arrêter de fumer par exemple? Bonne question. C'est pas une question que j'ai posée à Dominique Canonge, mais j'imagine que oui, ça doit être possible. Ouais. Il y a le Twina qui est le massage, il y a la pharmacopée aussi, comment c'est soigné avec des plantes. Donc il y a plusieurs techniques en fait dans l'acupuncture. Voilà, dans l'acupuncture, dans la médecine chinoise. Vous voulez savoir si tu me suivais, Christophe? Non, je te suis, t'inquiète. Appelez-nous, voilà, si vous avez testé la médecine chinoise, pourquoi, est-ce que ça a été efficace, etc. 01 40 33 9000. Voilà, vous pouvez nous appeler, bien sûr. Pour l'heure, on va passer au zapping. Et alors, dans le zapping, on va commencer par un certain Manuel Valls. Oui, Manuel Valls qui s'en prend à la France insoumise et se fait même applaudir par le Front National. Ça ne s'invente pas. C'était à l'Assemblée nationale hier. Écoutez. Derrière, et c'est là, Monsieur Corbière, où moi je continuerai à dénoncer vos prises de position, vos alliances, les liens avec les indigènes de la République et avec tous ceux qui aujourd'hui dans les quartiers représentent un vrai danger, parce que précisément derrière cela, il y a oui l'islamisme radical et l'islam politique. Vous m'avez mis en cause, j'y réponds très tranquillement et avec la plus grande détermination. Nous sommes des adversaires sur ce sujet-là. On peut se retrouver parfois sur la défense des valeurs, mais malheureusement, nous sommes et nous resterons des adversaires parce que vous n'avez pas pris conscience précisément de ce qu'il y a aujourd'hui dans notre société. Je vous remercie. Applaudi par beaucoup de députés du Front National, donc Manuel Valls pour cette intervention. Manuel Valls qui a été en Israël il y a peu, qui s'est photographié avec une des ministres qui a eu des propos des plus abjects envers les Palestiniens, les femmes palestiniennes et leurs enfants. Je ne le répéterai pas ici tellement ils sont immondes. Et ce monsieur n'a pas hésité à s'afficher avec donc ces gens d'une extrême droite. Mais là c'est la consécration pour Valls d'être applaudi par des députés du Front National. Peut-être qu'il cherche une place au FN. Essayez. Oui, c'est quoi? C'est Philippot qui est parti il y a pas très longtemps? Oui. Ok, peut-être que Monsieur Valls s'est intéressé. Cherche à le remplacer. Oui, parce qu'il a été un peu boudé par la République en marche, donc voilà. C'est jamais. Voilà, donc pour Manuel Valls voilà, la vidéo d'ailleurs on vous l'a mis sur le Facebook de la radio France Période 2 parce que c'est toujours bien aussi de le voir en vidéo, de voir la tête qu'il fait, etc. Donc il s'en est pris à Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis entre autres. On va changer littéralement de sujet pour écouter ce témoignage très fort et qui illustre la détresse des Rohingyas, ces musulmans qui fuient la Birmanie pour le Bangladesh, chassés par les violences, bien sûr, dans l'état de l'Arakhine. Tasnima a 37 ans, elle a traversé la frontière avec sa famille, c'était il y a 10 jours. L'armée a tout brûlé dans mon village. J'ai perdu mes 2 enfants. Mon mari est malade. Je n'ai plus d'argent. Je ne sais pas quoi faire. Tout ce que je possédais dans le village, je l'ai perdu. Témoignage très poignant de cette... Ouais, ça glace le sang. Ça glace le sang et voilà, donc la situation perdure, continue. Cette dame qui dit avoir tout perdu, ses 2 enfants, son mari malade. Donc on soutient. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Exactement, c'est encore une autre forme d'injustice. Pour ça qu'on est du côté des Rohingyas. C'est pas parce qu'ils sont musulmans, c'est parce qu'ils sont opprimés, comme pour les Palestiniens. Les associations qui aident, qui viennent en aide donc aux Rohingyas, il y a Halt au massacre en Birmanie. Tu les reçois souvent d'ailleurs, Christophe. Exact, oui. Il y a d'autres associations et puis moi je serais. Alors, peut-être que tu as la réponse et je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui se posent aussi la même question. Je soutiens bien évidemment moralement, même de manière financière, etc. Mais concrètement, comment ils apportent leur aide aux Rohingyas?
Comment l'aide matérielle parvient aux Rohingyas? Alors c'est en travaillant visiblement avec des associations qui sont sur place, en collaboration avec des associations sur place. C'est-à-dire, sachez que la Birmanie a fait une espèce de porte ouverte, c'est assez immonde d'ailleurs. Aujourd'hui uniquement la possibilité aux ONG d'aller apporter de l'aide aux Rohingyas en Birmanie. Mais uniquement aujourd'hui. Voilà, parce que l'ONU le réclame depuis des semaines. Oui. Et la Birmanie donc propose de pouvoir aller apporter de l'aide. Donc aujourd'hui, ça se fait avec des partenariats de différentes ONG. Mais pour ce qui est en tout cas de la situation des Rohingyas au Bangladesh, la situation est très très compliquée parce que le Bangladesh n'est pas vraiment un pays des plus sympathiques avec les Rohingyas puisqu'ils sont parqués dans des camps. Et s'ils en sortent, si on les retrouve au milieu de la population du Bangladesh, ils sont arrêtés et mis en prison. Voilà, donc ils sont traités vraiment de manière pas très sympathique, on peut le dire. Donc voilà, ils sont obligés de faire des 40 km à pied parce qu'il y a juste une rivière en fait qui sépare cet état de Birmanie donc où habitent les Rohingyas pour aller au Bangladesh, et après cette rivière pour rejoindre la grande ville où sont parqués, parce que c'est le mot, tous ces Rohingyas, il faut faire 40 km et on voit des images, je sais pas si tu les as vues déjà sur les réseaux sociaux, d'hommes qui portent leurs deux parents dans chaque bras, des femmes qui portent leurs enfants, enfin des images assez horribles, 40 km à pied. Voilà, quand on n'a plus rien finalement, ils ont plus à manger, ils ont plus rien, donc c'est dramatique. Mais la question se pose en tout cas concernant l'aide qu'il aurait apportée, comment ça se passe. Voilà, 01 40 33 9000 si vous avez aussi peut-être votre idée sur la question, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Mais on ne lâche rien, et il ne faut surtout pas relâcher la pression. Là aussi, la possibilité vous en est donnée de pouvoir interpeller votre député pour parler des Rohingyas, parce que c'est pas normal, parce que des images comme ça en 2017, c'est juste scandaleux et honteux. Voilà. Oui, c'était déjà je crois en 2013 que l'ONU disait des Rohingyas que c'était le peuple le plus persécuté au monde. C'est ça. Voilà, 4 ans après. Apatride, apatride, exactement. Voilà. Autre sujet, le projet de loi de finances. Ça n'a rien à voir. Qui a donc été présenté hier en Conseil des ministres, se décline autour de deux grands axes, des réductions d'impôts, tout d'abord à travers notamment la baisse des cotisations chômage et maladie, mais aussi 16 milliards d'euros d'économies pour ramener le déficit public en dessous de la barre des 3% du PIB. Et pour la majorité Républicain En Marche, et surtout un budget d'un nouveau genre. Écoutez ce qu'en dit Gilles Legendre, député de Paris. Il fait exploser les cadres dans lesquels on a constamment analysé la politique budgétaire depuis des années. Ce n'est ni un budget de droite, ni un budget de gauche, ni un budget en faveur des patrons, ni un budget en faveur des salariés, ni un budget en faveur des riches, ni un budget en faveur des pauvres. C'est un budget qui met au cœur de sa dynamique la relance de l'activité par l'innovation, l'investissement et l'emploi. C'est du macronisme dans le texte en fait, si j'ai bien compris. C'est fou, ils ont tous ce même discours. Y a rien de nouveau sous le soleil, y a rien de. Je trouve pas que c'est vachement marketing ce qu'il vient de dire là. Ah bah oui, non, mais tu sais qu'ils ont fait les députés En Marche ont fait un parcours il y a quelques semaines. Ils ont été une journée, 2 jours. Ils ont fait des parcours, des jeux de rôle, etc. en forêt, et on les formate à mort. Ils sont formatés à mort. En tout cas, c'est vrai du marketing à donf. Donc Gilles Legendre, député de la République En Marche. De Paris, donc dans son rôle de promoteur finalement du budget 2018, un budget ni de droite ni de gauche selon lui, on vient de l'entendre, et pourtant un budget critiqué à gauche comme à droite d'ailleurs, à l'image de la France Insoumise qui voilà un nouveau symbole d'austérité. Pour Daniel Fasquelle du parti de la République, pour qui les promesses annoncées par le gouvernement ne sont tout simplement pas tenues. Le gouvernement avait annoncé un plan d'économie, il renonce en grande partie. Le gouvernement a annoncé qu'il allait geler l'évolution des dépenses. Les dépenses vont malheureusement augmenter. Et puis il y a dans le cadre de ce budget des mesures qui ne permettront pas ni de rétablir le pouvoir d'achat, je pense notamment des retraités avec l'augmentation de la CSG. Puis il y a des mesures aussi qui sont très décevantes en ce qui concerne l'emploi, puisque le CICE qui devrait au contraire être renforcé et les allégements de charges, ce CICE se voit amoindri, affaibli. Et d'ailleurs, on se rappelle que pendant la campagne, la grosse promesse d'Emmanuel Macron, c'était de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Sauf qu'on s'aperçoit que dans le budget, c'est plus une suppression totale, mais c'est un tiers
simplement, qui va être supprimé pour ce qui est de la taxe d'habitation pour 2018. Pour une personne seule, je crois que c'est 35 000 euros qu'il faut pas dépasser. Pour un couple, c'est 49 000 euros. Enfin, grosso modo. Donc c'est pas la suppression totale de la taxe d'habitation, mais c'est un tiers. Voilà. Bon. Ce budget, il t'intéresse Tu l'as regardé? Très honnêtement, non. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup le nez dans le Nadia Lazouni Show et les émissions, la rédaction, la production et la post-production. Donc, non, pas encore, mais je vais me mettre à jour, promis. Bon, très bien. Sinon, peut-être que tu es à jour, parce que on va parler maintenant d'un sujet un peu plus léger, tout au moins le football, puisque cette rencontre de Ligue des Champions, Nadia. Ligue des Champions. Est-ce que j'ose dire que je savais même pas que c'était la Ligue des Champions? Non, t'es pas sérieuse. En tout cas, c'était un vrai test pour européen du PSG version 2017-2018. Un test réussi, et haut la main même, puisque le club de la capitale, vainqueur 3-0 face au Bayern de Munich hier soir pour le compte de la deuxième journée de phase de poule de la compétition. 3 buts signés Daniel Vess, Edilson Cavani et l'incontournable Neymar, de quoi satisfaire le capitaine parisien Thiago Silva, qui au coup de sifflet final a montré le visage d'une équipe sûre de ses forces. C'est juste une victoire contre une grande équipe, c'est le Bayern, et un grand coach aussi qui a travaillé avec nous. Mais je crois que le Paris Saint-Germain aujourd'hui a démontré son visage avec beaucoup d'humilité. Et entre nous, je crois qu'on a mérité de gagner ce match-là. Mais c'est pas fini. Je crois que chaque année, on progresse un petit peu. Aujourd'hui, avec les arrivées de Mbappé et Neymar, c'est vrai qu'on a monté un petit peu. Et maintenant, les autres équipes vont nous respecter un peu plus. Et nous, on doit continuer à travailler. Thiago Silva, donc le capitaine du PSG, donc au micro de nos confrères de Canal+. Prochaine rencontre du PSG dans cette Ligue des Champions, ça sera dans 15 jours contre Anderlecht. Les Parisiens qui, avec cette victoire sur le Bayern de Munich, font la course en tête dans le groupe B avec 3 points d'avance sur les Allemands. Bon, t'as quand même entendu parler du transfert record de Neymar. Ça, j'en ai entendu parler. Mais si, hier, je dînais avec des amis et j'étais en terrasse, j'ai entendu hurler. Donc, j'imaginais bien. Si t'as entendu hurler 3 fois, c'est que c'était le bon truc, quoi. C'est ça. Et donc, j'ai compris qu'il y avait un championnat. Bon, dites-nous, nos auditeurs, vous avez regardé, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que Paris, franchement, cette année est habillé pour essayer d'aller au plus loin possible et pourquoi pas remporter cette Ligue des Champions? Ça fait longtemps pour une équipe française. C'est pas arrivé depuis 93. C'était à l'époque l'OM, mais bon. Cette victoire a été quand même un petit peu entachée quelque part. Bref, eh bien vous pouvez nous donner votre avis au 01 40 33 9000, bien sûr. Je sais que Nadia adore le foot, bien sûr. Elle est super fan, assidue. Non, je préfère la politique au foot, je tiens à le dire quand même. Ah ouais, quand même. Oui, quand même. Bon, très bien. En tout cas, vos appels 01 40 33 9000. Dans un instant, on va évidemment parler de ce que propose la Suisse. Ça a été voté en fait à l'équivalent de l'Assemblée nationale. On peut se poser la question d'ailleurs, est-ce une ingérence de la part de l'État suisse concernant le contrôle des mosquées? Mais en même temps, on peut se poser la question de d'autres manières. En fait, la loi qui va être a priori actée d'ici quelques temps, c'est d'interdire le financement de pays étrangers pour les mosquées de Suisse. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Dans un premier temps, les députés suisses disent que c'est pour lutter contre l'islam radical, contre le terrorisme. Bon, on peut se poser la question aussi autrement. On sait qu'en France, il y a un gros problème d'ingérence de la part des pays d'origine. Dans les mosquées, dans la gestion de mosquées, dans pas mal de choses au sein du CFCM et compagnie, entre la Turquie, l'Algérie et le Maroc. C'est ces 3 pays-là, en l'occurrence, qui se dirigent le leadership. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps d'en finir avec peut-être une possibilité, une loi ou quelque chose pour que cesse cette fameuse islam des consulats en France et voire même donc en Suisse, pourquoi pas. En tout cas, on en parle avec vous, 01 40 33 9000. Racontez-nous peut-être des petites anecdotes, je sais pas, moi je sais qu'il y a les mosquées en région parisienne, pour qui être imam marocain dans une mosquée algérienne, c'est impossible, et l'inverse également, donc c'est scandaleux quand même. Est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose? Bien sûr, tu as le droit de dire quelque chose, Nadia. Non, moi, ce qui me gêne, c'est... alors, on parle de l'ingérence de pays étrangers dans l'administration et la gestion de ces mosquées.
Moi, j'ai aussi envie de parler de l'ingérence de l'État français dans ces mosquées. Après, on va dire oui, bon, limite, on est en France, ouais, ok, mais on a cette fameuse loi de 1905 qui sépare les églises de l'État. Et aujourd'hui, moi, ce que je remarque dans des prêches, voilà, à l'occasion d'événements, je sais pas moi, politiques, des imams qui nous encouragent à voter pour certains partis, ou alors lorsqu'il y a des attentats. Tu l'as entendu ça? Oui, les imams qui encouragent à voter pour certains partis. Il les nomme pas, bien évidemment, mais bon, quand on parle de partis, par exemple, qui défendent le mieux, mais je veux dire, je les blâme pas pour ça. Je dis juste que la politique française, non, je peux comprendre qui veulent participer à l'éveil citoyen, ça, j'arrive à l'entendre, mais que la France ou encore la Suisse demandent aux mosquées finalement, en tout cas veulent interdire et luttent contre l'ingérence des pays étrangers. Je trouve qu'eux, ils s'ingèrent énormément aussi dans la pratique, dans le culte. Aujourd'hui, dans des prêches, voilà, on entend parler de politique. Quand il y a des attentats, alors qu'on n'arrête pas de dire que nous, on se sent pas. Moi, perso, je me sens absolument pas responsable d'attentats fomentés par des partis dits musulmans. En tout cas, j'ai pas à montrer patte blanche, et que l'imam passe 2/3 de son temps du prêche du vendredi à dire nous sommes des gentils, etc. Et nous manifestons une fois de plus notre allégeance, en gros, à l'État français. Moi, je vois surtout une ingérence de nos grandes administrations françaises, je ne sais pas si c'est le cas pour la Suisse, dans le culte musulman. Je serais curieuse d'entendre... Il y avait une grosse affaire en Suisse qui avait fait beaucoup de bruit, c'était le fait qu'il y avait des élèves qui avaient refusé de serrer la main au professeur. Et ça a fait un scandale, et donc les députés d'extrême droite, qui est très présente quand même en Suisse, l'extrême droite est bien. On se souvient de l'interdiction des minarets en Suisse. Voilà. Sachez qu'ils ont pas obtenu gain de cause, puisque l'enfant est libre de serrer ou pas la main du professeur. Surtout, je sais pas, c'est un comportement isolé qui n'appartient qu'à un enfant. Est-ce qu'à chaque fois, mais Nadia, à chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays, moi je me rappelle quand on a vu une femme ou deux porter la burqa, on en a fait une loi quand même. Voilà, pour arrêter, pour deux cas, on en a transformé 1000. Voilà, c'est ça en fait, c'est qu'avec les musulmans de ce pays, on en arrive à des lois d'exception. Donc on se plaint qu'on a un appareil législatif très robuste, etc. Mais à force effectivement de légiférer pour interdire ou stigmatiser certains comportements, oui, on perd clairement nos libertés. Je veux dire, quand il y a un vide juridique, c'est pas une mauvaise chose. Qu'il y a un vide juridique, c'est une bonne chose pour nos libertés. Faut pas chercher à couvrir ce vide avec des lois. Nadia, il y a aussi une problématique que je vais me soulever, parce que ici on n'a pas la langue de bois. Je suis désolé, quand on voit certains comportements de musulmans, ça fait peur. Je te le dis honnêtement, ça fait peur. Le grand public qui ne peut ne pas comprendre. Non mais attends, Christophe, on est 5 millions, 6 millions de musulmans dans ce pays. Je sais même pas, je connais même pas... On n'a pas les mêmes chiffres selon des instituts de sondage, ou alors c'est des chiffres qui émanent d'institutions religieuses, peu importe. Mais déjà, on n'est pas tributaire. Je veux dire, la grosse majorité des musulmans en France, on n'est pas tributaire du mauvais comportement des autres musulmans. On est aussi, on est une communauté, on est aussi des individualités, et nos comportements, nos mauvais comportements n'incombent que ceux qui en sont les auteurs, voilà. Donc Prenez part à la discussion 01 40 33 9. Je vais juste vous raconter une petite histoire en guise d'anecdote. Il y a quelques années, je parle de ça il y a assez longtemps, j'apprenais un petit peu à faire connaissance avec cette culture, etc. Et je me suis retrouvé dans une maison, dans un appartement, où je me suis retrouvé à manger avec des hommes. Jusque là tout va bien. Et puis il y avait des femmes dans une autre pièce, dans une chambre, toute petite chambre sombre. Et lorsque la femme devait allaiter son enfant, elle s'est rendue dans un placard. Non mais attendez. Non mais ça existe, pardon. Ça existe, je suis désolé. C'est l'anecdote, et le mec, lorsqu'il devait aller aux toilettes, Hachek, il criait attention mesdames, je passe dans le couloir. Je suis désolé, ce genre de choc. Heureusement que je me suis pas arrêté à ça. Et qu'est-ce qu'on fait, on légifère? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Non mais c'est pour t'expliquer, Nadia, que si je m'étais arrêté à ça, me serais jamais rapproché de cette religion en me disant mais c'est quoi, c'est barbare quoi. Désolé, excusez-moi du terme, mais au bout d'un moment il faut dire les choses. Il y en a qui ont un réel problème avec les femmes. On le voit d'ailleurs. On le voit au sein de l'Assemblée nationale, on le voit au sein du gouvernement, on le voit dans les sociétés du CAC 40. Bien sûr. Voilà, donc on le voit aussi dans par exemple à Alger aujourd'hui, de se retrouver avec une femme ou avec sa femme. Moi, je sais qu'il y a des mecs qui me racontent que de se retrouver avec sa femme ou sa fille, ça se transforme tout de suite en bagarre, parce qu'il y a des mecs qui respectent rien. Si, alors,
Alors déjà, je vais terminer sur une chose, c'est que la société française est profondément misogyne. C'est pas l'apanage de la communauté musulmane. Faut arrêter. Je pense que c'est une question de mentalité. Après, je vais pas revenir sur l'histoire de l'islam et comment justement l'islam a donné un statut à la femme tout simplement. La femme avant l'islam faisait partie de l'héritage et ensuite avec l'avènement de l'islam, elle est devenue une personne qui est en droit d'hériter. Donc ça, c'est aussi une révolution. Elle a toujours aussi, elle fait partie. Il y a un principe. Elle a le droit de conduire maintenant. Elle a le droit de conduire en Arabie Saoudite. Mais voilà, je pense qu'il faut dissocier ce qui relève du texte et de ce qui relève du comportement qui, une fois, n'engage que des personnes. Non, mais tu es d'accord avec moi, Nadia, que le comportement peut aussi avoir un aspect négatif. Non, mais bien évidemment que ça influence. Je veux dire, on est dans une société d'image. Donc, voilà. Alors ça, je partage complètement ton point de vue. Après, il faut aussi être un peu intelligent, être curieux et s'interroger et c'est surtout de voir la masse. D'accord ou pas avec moi, vous avez le droit de le dire. 01 40 33 9000, on en parle dans un instant sur France Maghreb 2 dans votre émission Le Grand Forum en toute liberté, sans langue de bois, tranquille. Voilà. Moi je suis désolé, quand j'avais vu ce mec, je me suis dit mais c'est quoi cette religion quoi. Pardon. Moi c'est plutôt c'est quoi ces gens. Mais j'en ai vu d'autres aussi, des mecs qui m'ont dit moi je peux pas me retrouver seul avec une femme. Je dis pourquoi t'as un problème, c'est quoi ton souci à chaque fois que tu vois une femme? Tu dois tout de suite avoir des envies, non, je sais pas. Mais faut se calmer les gars. Mais Christophe, moi-même, je veux dire, j'ai été. Là, je suis seul avec Nadia dans le studio. Voilà. Il y a Lupo qui est là. Mais c'est pas pour autant. Voilà. Donc, arrêtons, calmons-nous quoi. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Voilà le LGF, on parle aussi de la vie, Bah oui, avec Nadia Lazouni avec nous sur France Maghreb 2, chacun raconte un petit peu son vécu et on parle des sujets qui nous interpellent, qui nous intéressent ensemble, sans langue de bois. Et nous avons Mohamed qui nous appelle de Lyon. Salut Mohamed. Oui, bonjour. Bonsoir Mohamed. Bonsoir, comment Mohamed. ça va? Bonsoir Nadia, bonsoir Christophe. Christophe, moi je t'écoute tous les jours depuis longtemps. Et j'appelle pas souvent, et là j'ai appelé au fait pour dire que j'étais pas d'accord avec toi. T'as le droit, t'as tout à fait le droit. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc au fait, l'anecdote que tu as pris là à l'instant, c'est ce que moi j'écoute depuis des années, d'ailleurs de pire en pire, chez Bourdin, les grandes gueules et pratiquement tous les grands médias. Sauf que moi je l'ai vécu Mohamed. Non mais attends, je te comprends, moi aussi je l'ai vécu, je vais t'expliquer pourquoi. Donc en fait je voulais juste dire que à partir de ton anecdote, Bourdin et les grandes gueules, au fait, ils prennent la même chose en disant, voilà, ils vont la politiser, cette anecdote, ils vont la rendre religieuse, ils vont la généraliser, et puis ensuite, ils vont la diaboliser. Et pourquoi? Parce qu'au fait, moi, ton anecdote, je l'ai vécu. Mais ça n'a absolument rien à voir avec les musulmans, parce que quand on dit les musulmans, c'est par définition l'islam, parce que être musulman, c'est pratiquer l'islam. Bien sûr. On est d'accord. On est d'accord. Donc, ça, c'est culturellement, je l'ai vécu à Paris, durant mon enfance nanterre, je peux le dire, et je trouvais ça horrible. Mais ça, c'était plutôt culturel. Donc, j'ai envie de te dire, Christophe, je t'aime bien, mais là, c'est pas bien, parce qu'au fait, tu prends une anecdote, tu vas la diaboliser, parce que les gens qui t'écoutent, imagine-toi dans leur cerveau, moi j'habite à la campagne, par exemple, j'ai une maison vers l'Auvergne, il y a des gens qui connaissent pas cette religion-là. Ils vont prendre ton anecdote, ils vont la rendre politique, et puis ils vont se dire quoi? Eh ben oui, c'est pas culturel, c'est forcément musulman. Ils sont comme ça parce qu'ils sont musulmans. Est-ce qu'ils peuvent pas être tout simplement comme ça sans être musulmans? Est-ce qu'on peut retirer le mot musulman en le remplaçant par, par autre chose? Alors, j'entends bien et je comprends en tout cas ton argument qui est, ma foi, très bien. Cependant, moi je suis pas pour cacher les choses. Il y a des comportements qu'il faut dénoncer. En l'occurrence, je dis ici, je l'affirme haut et fort que c'est mais alors très très loin d'être une majorité. Au contraire, c'est une petite minorité de gens qui ont un problème avec eux-mêmes finalement et qui interprètent un petit peu la religion et l'islam à leur guise, un petit peu d'ailleurs comme ces fachos terroristes qui au nom de l'islam commettent des horreurs. Évidemment que c'est loin d'être la majorité des musulmans et que la majorité des musulmans que je connais, que je côtoie, que j'ai autour de moi sont des gens, mais alors des plus responsables, des plus respectueux et éclairés, effectivement. Et moi je disais, et je vais te montrer pour te dire, tu vois, que j'ai une autre anecdote à te raconter, mais qui a absolument rien à voir. C'est un voisin qui habitait à côté de chez moi. Vous savez, j'habitais dans une cité, voilà, et j'en suis même très fier parce que c'est vraiment l'endroit où tu rencontres toutes les nationalités, où vraiment t'apprends à vivre avec des différentes cultures. C'est magnifique et ça peut être que du bonus pour les enfants, que d'apprendre à vivre avec des gens qui sont finalement un petit peu différents de toi, culturellement bien sûr. Eh bien, j'ai donc ce voisin qui était là et qui allait plusieurs fois à la mosquée.
Et je vais essayer un petit peu, on a fait connaissance, on est devenus amis, tout ça, je venais souvent chez lui. Et d'un seul coup, donc on était en train de discuter, il me dit, bon, excuse-moi, je reviens. Bon, ok, je reviens. Et je dis à sa femme, il est parti à la mosquée. Il me dit oui. Et un jour, je lui pose des questions, mais pourquoi tu ne parles jamais de religion? Pourquoi tu ne parles pas de l'islam? Pourquoi par exemple, ta femme ne porte pas le hijab? Est-ce que ça te gêne pas? Il me dit, moi, ma femme a fait ce qu'elle veut, c'est pas mon point qui aurait des comptes à rendre à Dieu. Et il me dit, celui qui est capable, le meilleur des musulmans pour lui, il m'a dit, le meilleur des musulmans pour moi, c'est celui qui est capable de parler tout sauf de religion. Et j'ai trouvé, ça m'a fait réfléchir cette phrase. Et je me suis dit, ce mec-là, il a tout compris parce qu'il est en train, il fait son, mais alors il va à la mosquée, dès qu'il a la possibilité, il va à la mosquée 5 fois par jour. Mais jamais il m'a parlé de religion ou il a essayé de m'influencer en quoi que ce soit. Quand bien même il t'en parlerait. Combien même, au contraire, moi je demandais à ce qu'il m'en parle, tu vois. Ouais. Mais son comportement m'a donné envie, tu vois, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, m'a donné envie de me rapprocher, de m'intéresser. Voilà, c'est pour te dire qu'il y a plein d'histoires comme ça qu'on peut raconter. Christophe, oui. Tu sais, le fait de parler de religion, c'est vrai que c'est devenu, je sais pas si on peut appeler ça à la mode. Par exemple, tu parlais des gens qui tuaient au nom de l'islam. Hier, ce que j'ai aimé, j'ai écouté hier Maïssa, je crois, elle a parlé des éléments de langage. Oui. Moi, je m'amuse en ce moment à essayer de repérer l'élément de langage, vous savez, que le politique essaye de placer. Comme par exemple, je te prends un exemple, Yann Moix. Moi, j'adore cette émission tous les samedis soirs. Quotidien. En face de lui, même quand il a un rappeur, même quand il a un chanteur, il s'arrange toujours pour rebondir sur l'islam. Et puis pas très loin, banlieue, racaille, délinquance, immigration, etc., etc. Ça, c'est fait exprès. Moi, par exemple, je suis Mohamed. Ces gens qui font du mal et qui tuent au nom de l'islam, je ne reconnais pas leur islam. Alors bien sûr, vous allez me dire, j'ai pas le droit, c'est pas à moi de juger. Mais je prends la responsabilité en disant que je ne leur attribue pas l'islam. Quand ils disent au nom de l'islam, je les crois pas. Moi, je crois pas à ça. Mohamed, on est nombreux à penser ça, malheureusement. Oui. Mais sauf que nous, notre problème, je vais finir Christophe, après je vais te laisser. Bien sûr, je t'en prie. La communauté maghrébine de France, elle a un gros problème. C'est qu'elle ne sait pas utiliser les outils de langage, c'est-à-dire la communication avec les médias. Quand Bourdin, les matins, par exemple, il y a un an, il passe son temps à parler du voile. C'est pas anodin. Bien sûr. Vous savez très bien, vous connaissez comment ça marche, les médias. Comme Valls, du jour au lendemain, il décide comme ça de s'intéresser à l'islam, l'islamo-fasciste, avec tous les termes qu'il a employés, qu'il a fabriqués. On sait très bien grâce à qui, comment ça marche. On le sait tout ça. Mais si nous, la communauté maghrébine, qu'on a arrêté de se tirer dans les pattes, de s'insulter, de revendiquer la religion, les musulmans pour un oui, pour un non, à arrêter de parler de religion. D'accord? Arrêtez. Prenez-vous en main, d'accord? Essayons d'apprendre comment ça marche les médias, parce que si maintenant on n'apprend pas comment appeler Jean-Jacques Bourdin, comment utiliser, nous aussi on sait utiliser les éléments de langage. On n'a qu'à apprendre, on a tous les outils qu'il faut. On a Internet. L'autre fois, c'est Boicaz qui disait qu'il fallait absolument, quand il y avait un problème, appeler RTL, vous parlez d'RTL, qu'à partir de 10 000 appels ou 10 mails, on pouvait réagir, enfin, ils pouvaient prendre notre demande en considération. Ça, par exemple, on pourrait le faire. Bien sûr, mais c'est ce que j'arrête pas de répéter depuis des années. Mohamed, c'est ce que j'arrête pas de répéter depuis des années, si tu m'écoutes. Non, mais c'est vrai, je t'écoute, voilà, c'est vrai, tu participes à ça. Mais dire, à partir d'une anecdote que ça se passe comme ça chez le musulman, Christophe, moi je connais beaucoup des gens à la campagne. Non, j'ai pas d'attendant. Mohamed, ne dis pas ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que ça se passait comme ça chez les musulmans. Attention. Mais les gens qui t'écoutent, ils le prennent pas comme ça, Christophe. Je leur ai donné une autre anecdote qui peut donner envie. D'accord. Mohamed, en tout cas, je souscris parfaitement à ce que tu dis et je vais même aller plus loin. Excuse-moi de le dire. Voilà, on s'en fout. On est entre nous, les personnes qui nous écoutent. Je suis assez effaré d'écouter par exemple les émissions comme Bourdin, que c'est un homme que je respecte, c'est un journaliste voilà qui a de la bouteille, voilà, il est là pour faire marcher son émission, pour qu'il ait le plus d'auditeurs possible, et il utilise des méthodes voilà qu'on peut partager ou pas, mais il utilise toutes les méthodes pour. Ceci étant, le nombre de justement Mohamed etc qui appellent le matin chez Bourdin, c'est très bien, bravo. Des numéros surtaxés machin. Moi quand je mets des vrais sujets sur la table et qu'il y a quasiment pas d'appel alors que je me suis battu pour qu'on ait un 01 40, un numéro gratuit dans cette radio, et que les gens appellent pas, et j'ai envie de leur dire moi je m'en fous, je vais vous foutre du booba et vous allez et puis moi je vais me barrer chez moi quoi. Tu vois ce que je veux te dire? T'as raison, non mais je comprends. Mais il y a un lassement, Christophe. Je te jure, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Moi j'écoute d'autres radios. Je t'assure, ils sont fatigués. C'est de l'harcèlement. Tu vois ce qu'on vit. Moi, je suis un musulman, je suis français tout d'abord. Je pratique ma religion dans la discrétion le plus possible. Tu vois, je ne parle jamais de religion. Je ne parle jamais de ça. Parce que j'estime que c'est de l'ordre du privé. Et je suis le premier à dire que arrêtons de parler de religion. Prenez-vous en main.
Prenez-vous en main. Nadia. Moi, si je peux nuancer, Vas-y, Nadia. moi, je peux nuancer, c'est que justement, on nous a poussé à ne plus parler de religion. Vous disiez tout à l'heure que c'était une mode. Au contraire, aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. C'est qu'on est, mais c'est d'ailleurs une volonté politique de faire ce que vous disiez, que la religion est une affaire privée, que ça relève de l'intime, etc. Non, ça relève aussi. On peut exprimer sa religiosité. Non, je termine rapidement, s'il vous plaît. Donc, on peut exprimer sa religiosité dans l'espace public. Je veux dire, c'est ce que la loi nous garantit. Donc, on peut très bien parler aujourd'hui librement de religion dans des termes respectueux. Sauf que notre problème à nous, effectivement, c'est que on parle trop de religion, mais on ne se respecte pas dans ce type. Et ça, c'est là que je suis d'accord. Donc, si c'est ça va nous tuer. Je vous le promets. Je suis plutôt optimiste en général. Vous allez voir. Quand vous avez tout le corps politique et tout le corps médiatique qui se mettent d'accord pour prendre des éléments de langage comme islamo-fasciste, islamo-délinquant, quand ils construisent une phrase, dans la même phrase, vous avez islam, délinquance, immigration, etc. Le français de base, ce que j'appelle les français de base, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas la religion, et la culture maghrébine, il mélange tout dans son crâne. Oui. Mais ce qui retient, c'est le côté danger, voleur, etc. D'accord, mais justement, si on laisse les femmes et les hommes politiques parler d'islam et que nous, maintenant, on refuse d'en parler. J'en viens à ce que je disais en premier. Apprenons à utiliser les éléments de langage tout comme eux. Comment ils font, eux? Ils se mettent d'accord pour employer le même mot. Regardez la matinale le matin, quand vous avez la droite pour aller défendre leurs collègues, un de leur camp, ils se mettent d'accord pour employer le même mot. Et justement, moi je trouve qu'on n'entend pas assez les musulmans parler d'islam. Je veux dire, c'est des non-musulmans qui parlent pour nous. Les spécialistes. T'as plein de spécialistes sur les plateaux. C'est marrant que tu aies un truc qui se passe dans un pays. C'est ça qui est fou en fait. Spécialiste du monde arabe, spécialiste de l'islam, spécialiste de l'islam radical, spécialiste de je ne sais quoi. De l'islam politique, etc. On ne nous entend pas. Donc au contraire, on devrait se former sur ces questions-là. Exactement. Et les livres, le business que c'est devenu. Regardez, chaque politique, chaque pseudo-écrivain vous sort un bouquin une fois par mois sur l'islam, comment utiliser l'islam, l'islamophobie, etc. Ça marche. C'est devenu ça. Enfin, bref, Mais on n'a pas eu besoin d'en parler. Moi, je trouve que quand même les musulmans ont plutôt une pratique discrète de leur religion, contrairement à ce que l'on veut nous faire. Bien sûr. Grande majorité. Oui, bien sûr. Et ça ne les a pas empêchés. Il y en a qui font faronne. Pardon? On a des mais quelques-uns, mais oui, mais non bien seulement sûr. ils ne savent pas parler de l'islam, regardez, quand ils fabriquent, pièce par pièce, un chalgoumi, mais comment voulez-vous qu'on soit crédible derrière? Il faut qu'on crée des contre-modèles. C'est une marionnette. Il faut créer des contre-modèles, justement. Voilà. Et je pense qu'il y a une. Mais vous voyez, il y a cette jeunesse justement musulmane, éduquée, instruite, qui cherche à reprendre la parole. Qu'est-ce qu'on dit d'eux quand ils gênent? Ils sont proches des frères musulmans, donc du coup on veut les disqualifier, les écarter du débat. Donc, ça marche plus. Mais si, et je suis désolée, ça fonctionne. Je veux dire, il y a toute une génération. Celui qui ne connaît pas l'islam, celui qui ne nous connaît pas. Oui, bien sûr, mais toute une génération de jeunes musulmans plutôt militants et très au fait des questions de société. On va les disqualifier, de dire vous avez cette proximité avec telle association, donc on veut pas vous entendre. Il y a 10 ans en arrière, vous avez fait une photo dans tel endroit, donc du coup vous auriez fait allégeance. Vous voyez, en fait, on vraiment fait face à comment dire, à une masse, ça. En tout cas, Mohamed, je te félicite d'avoir pris le téléphone parce que tu as été heurté et tu as eu raison d'ailleurs de le faire. Peut-être que c'était maladroit de ma part, mais tant pis. Voilà, c'est fait. Je regrette jamais ce que je fais ni ce que je dis. Mais j'ai pris 2 exemples. Voilà, un exemple qui évidemment qu'on peut retrouver chez certains, et vraiment la petite minorité. Et le deuxième exemple, d'ailleurs je le salue, je pense qu'il nous écoute, s'appelle Hamida, et vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a été quelqu'un pour moi de très important, puisque c'est grâce à lui que j'ai eu envie de me rapprocher finalement de cette religion. Donc merci à lui. Voilà, et c'est par justement le fait qu'il m'en parle pas que ça m'a interpellé, tu vois. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ou alors on est pris par le temps? Vas-y, je t'en prie. C'est ce que je disais tout à l'heure en off aussi, c'est que on est très vite tenté. Donc au sein de la communauté musulmane, il y a différentes sensibilités, différentes obédiences, et parfois c'est pas l'anecdote que tu racontais typiquement tout à l'heure, Christophe, on aurait été tenté de penser que c'est par exemple des gens de la salafia qui se comportent comme ça, etc. Moi, les 2 fois, et je tiens à le dire, les 2 fois où j'ai été insultée de mécréante par des musulmans, je suis musulmane, pratiquante, c'est ça a coupé. Non, il est là, Mohamed. Il est là, donc on entend Mohamed. Voilà. Les 2 fois où j'ai été insultée de mécréante, c'est pas par des gens de la salafia, je tiens à le dire. C'est pas par des littéralistes. Non, c'est par des gens
qui s'habille, c'est-à-dire comme moi, c'est-à-dire de manière, on moderne. va dire entre guillemets très moderne, assez apprêtée, même parfois un petit peu fashion, qui baigne dans la mixité, qui fume des cigarettes. Pas toi. Enfin, non, je parle de ces, ces deux personnes-là qui m'ont insulté de mécréante. C'est des gens qui, en tout cas, physiquement et dans leur mode de vie, étaient très proches du modèle occidental. Voilà, comme ça quoi, je tiens quand même à préciser. Mohamed, merci en tout cas et reste à l'écoute et dès qu'il y a un truc qui te gêne, n'hésite pas à le rappeler, hein, d'accord ? À bientôt, Inch'Allah. T'es chez toi ici, Mohamed. Salut, à bientôt. 01 40 33 9000, vous pouvez évidemment le faire comme Mohamed. N'hésitez pas à prendre la parole, franchement on vous la donne tous les jours dans cette émission. On prend le risque, parce que c'est un risque quand même, hein, vous savez, c'est de prendre l'antenne comme ça, de parler des sujets, parfois on n'est pas à l'abri d'un dérapage, etc. On prend le risque, je le prends depuis des années moi. Alors utilisons cet outil, si tant est qu'il soit à votre disposition tous les jours, pour essayer de mettre des mots sur des sujets qui sont pas bien traités ailleurs. Donc prenons ici où vous avez compris, chacun peut s'exprimer avec ses différentes convictions. Et bien ici voilà, on n'est pas là pour juger les gens, encore une fois, et on parle avec ses tripes, voilà, avec le respect, pas de diffamation et tout ce que vous connaissez évidemment. Le reste, ça passe. Évidemment, on peut tout entendre. 01 40 33 9000, pourrait le faire d'ailleurs dans le cadre de Libertad. Tout à l'heure, est-ce que tu as réussi à nous accoucher un petit coup de cœur ? Oui. En fait, j'ai oublié, vraiment, parce que je suis arrivée, j'étais un petit peu... Allez, jingle pour le coup de cœur de Nadia Lazouni. France Maghreb 2, le coup de cœur. On t'écoute, Nadia. Alors, pour le coup de cœur, figurez-vous que il y a quelques semaines, j'étais avec une amie, je me baladais rue Saint-Maur dans le 11e arrondissement, pas très loin d'ici, et je tombe sur une cabane à jus. Donc c'est un peu la mode, hein, les bars à jus de fruits et smoothies, etc. Et qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce cabinet de jus ? En fait, c'est qu'il y a un espace droit. C'est-à-dire qu'il y a un point d'accueil où un monsieur, un juriste est là et il propose aux clients qui passent prendre un jus, il leur dispense des conseils juridiques, une assistance, etc. Donc ça s'appelle donc la cabane, je crois, jus, J-E-S, ridique. Cabane jus ridique. Donc c'est son petit jeu de mots. Ouais. Et voilà, donc c'était plutôt sympa. Et alors lui, t'as été prendre une je suis partie prendre un smoothie en fait. Ouais. Et c'est là qu'il nous a abordé. Il nous a dit voilà. En fait, non, on a été interpellés aussi. On a vu le jus ridique et on a vu espace droit. Venez demander des conseils à un juriste. Donc forcément, ça a éveillé, suscité notre curiosité. Bien sûr. Et on a fait sa rencontre. Et effectivement, donc il développe un petit peu ses concepts à Paris aujourd'hui. Il l'a fait pour une cabane à jus. Il compte le faire aussi. J'ai bien compris. À l'occasion, pourquoi pas l'appeler, on en discutera avec lui, avec grand plaisir, avec ce juriste. Il veut faire ça aussi dans des restaurants et approcher, et c'est ce que je lui ai dit. Bon, après je suis un peu partagée. Est-ce que quand on a envie de manger un sushi par exemple, on a envie d'être embêté par un juriste? Je ne suis pas sûre, mais peut-être que ça peut arranger certains. Novateur. Voilà, c'est assez novateur. Ça peut être, c'est discutable, mais il ose, il innove, et voilà. Donc on peut boire son jus de fruits, et puis si on a une question juridique, on peut la poser finalement à ce monsieur qui offre une permanence juridique à des heures bien évidemment déterminées, et par la suite, si on doit pousser un peu plus la consultation et qu'il y avoir un peu plus de recherche, c'est là que ça devient payant et qu'il nous amène dans son cabinet. Voilà. Libertad dans quelques minutes sur France Maghreb 2, mais avant cela le quiz du LGF. Elle l'a pas connu ce quiz, Nadia, encore. Non, je découvre. Vous nous appelez maintenant tout de suite 01 40 33 9000. J'ai à vous offrir une place pour le concert de Rimka à l'Olympia. Trop bien. Concert en partenariat avec France Maghreb 2. Rimka d'ailleurs qui sera mon invité la semaine prochaine. Quand quel jour? Je sais pas encore, c'est pas noté. Eh ben tu vas me le dire, Christophe. Très vite. 01 40 33 9000. On a des places à vous offrir pour le concert de Rimka. C'est maintenant qu'il faut appeler. Je précise, j'ai remis, parce que hier j'ai fait un test avec un quiz sans proposition. Bon non, j'ai remis des propositions parce que les gens c'était vraiment trop dur. Donc voilà, on fait simple, le principe c'est de jouer, de s'amuser un peu, de s'instruire quelque peu et puis surtout de gagner. Donc 01 40 33 9000 maintenant pour jouer avec nous. Nadia qui sera donc à l'Institut du Monde Arabe ce samedi, donc 30 septembre, salle du Haut Conseil à 22h pour interpréter quelques-uns de ses grands tubes. Nadia, on se demandait ce qu'elle était devenue. Voilà, elle est de retour visiblement avec un album dans les tout prochains jours, et a priori on va découvrir lors de cette soirée son nouveau single et extrait de son nouvel album. Nadia, on va jouer maintenant avec nos auditeurs sur France Maghreb 2. Entendu, c'est parti.
01 40 33 9000. Nous avons Sofiane. Bonsoir Sofiane. Bonsoir. Et bonsoir à qui Sofiane. et qui est avec nous parce que j'ai pas le prénom de l'autre personne. C'est qui? Allô? Oui, bonsoir. 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 Quel est votre prénom, madame? Alors moi c'est Latifa, mais c'est mon fils qui va essayer de jouer. Je vous le passe. Vous allez l'aider, hein, Latifa, d'accord? On va essayer, ouais. Bon, alors votre fils s'appelle comment? Bonjour, je m'appelle Charaféline. Salut à toi, comment tu vas? Ah bah très bien. Très bien, t'as quel âge? J'ai 13 ans. 13 ans, donc si t'as 13 ans, t'es en 3e, non 4e. Ah, j'ai sauté, du coup je suis en 3e. Machallah, bravo. Wow, bravo. Voilà, vous entendez? Voilà, il a sauté de classe, bravo, 3e, donc le brevet à la fin de l'année. Bon, Voilà. mon fils il l'a passé l'année dernière, ça va, tranquille, tu peux y aller, tranquille. En tout cas, tu vas le réussir, j'en suis sûr. Face à toi donc Sofiane, salut. Salut, Tu nous appelles d'où Sofiane? de Paris. De Paris, tu fais quoi dans la vie Sofiane? Ouais, je suis technicien dans les photocopieurs. D'accord, génial. C'est toi qu'on appelle lorsque la photocopie elle marche pas quoi. Voilà, exactement. Bon, très bien. Donc Latifa et son fils qui vont jouer avec nous. Vous nous appelez d'où d'ailleurs? De Paris vous aussi? Non, nous c'est Olivier. Olivier. Ah, du côté d'Orléans. Très bien. Ouais, voilà. Bon, on va commencer par toi, hein, d'accord? Donc le principe c'est simple. Il y a 5 questions. Je vais te faire des propositions, tranquille. Tu essaies de répondre le maximum de bonnes réponses. Et après, ça sera le tour de Sofiane. Et c'est celui qui aura gagné qui repartira avec la place de Rimka, d'accord? Ok. On y va pour la première question, c'est parti, le chrono. Alors, première question. Quel artiste était surnommé l'homme à la tête de chou? Est-ce Serge Gainsbourg ou Coluche? Gainsbourg. Quelle équipe le PSG a-t-il battu hier soir en Ligue des Champions sur le score de 3-0? Le Bayern de Munich ou le FC Barcelone? Le Bayern. Quel pays maghrébin a supprimé récemment le test anal pour les homosexuels? Est-ce la Tunisie ou le Maroc? Pauvre enfant. D'accord. De quelle couleur est le pavillon d'un bateau de pirates? Est-ce noir ou rouge? La couleur noire. Et enfin, quel nom d'insecte désigne familièrement une contravention? Est-ce un pavillon ou une mouche? Une mouche. Bon, 2 mauvaises réponses. 2 mauvaises réponses. Bon alors sur la première, je t'en veux pas parce que voilà c'est un peu dans l'actualité, mais bon, je comprends que tu t'y intéresses pas. Ce pays maghrébin qui a supprimé les tests anal pour les homosexuels, c'est la Tunisie. Pour l'autre mauvaise réponse, mais ben non, quel est le nom d'insecte qui désigne d'ailleurs familièrement une contravention, Nadia, tu sais ou pas? Ben c'est un papillon. Un papillon. Eh oui, un papillon. Bon. Allez, on va voir en tout cas si Sofiane va réussir à faire mieux que toi, hein. Donc le score à battre c'est 3 bonnes réponses, d'accord? Ok. Sofiane, on y va? On est chaud patate. C'est parti. Comment s'appelle la loi qui est symbolisée par l'expression œil pour œil, dent pour dent? Est-ce la loi du talion ou la loi du palion? La loi du talion. Dans quelle discipline s'illustre Alberto Contador? Est-ce le cyclisme ou le tir à l'arc? Le cyclisme. Comment s'appelle le petit du canard? Est-ce le caneton ou le poussin? Le caneton. Selon l'expression, combien de fois faut-il tourner sa langue dans sa bouche avant de parler? 6 ou 7? 7 fois. Et dernière question, d'après une chanson de Patricia Cass, que chante mademoiselle, le blues ou le jazz? Le blues. Allez. Bonne réponse, victoire de Sofiane. 5 sur 5 mon ami. 5 sur 5. Bon, franchement, beau match, hein, Nadia. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, moi je suis tentée de dire que pour le jeune garçon, la question sur le test. Ouais, bah écoute, on c'est la pas de compte ma pas. faute. Hein. Non, mais bon, Même si on la compte pas, on peut ne pas la compter, y a aucun problème. Ouais. Mais même si on la compte pas, notre amie Sofiane nous a fait un 5 sur 5. Voilà. Bravo à Sofiane. On rejouera. Eh ben oui, exactement. Vous rejouerez par exemple demain, d'accord? Ouais, pourquoi pas. Merci à vous en tout cas du côté d'Olivier. À bientôt et continue de travailler à l'école, hein, bien comme il faut. Hein. On compte sur toi. Bon, Sofiane, c'est gagné pour toi une place pour aller voir Imka le 6 octobre prochain à l'Olympia.
Écoutez, je vous remercie. Je remercie à la radio France Maghreb 2 et puis à tous les auditeurs qui nous écoutent. Eh ben, tu ne quittes pas. On va prendre toutes tes coordonnées en antenne. Et dans un instant, monsieur Dan, Libertad, lâchez-vous, 01 42 33 9000 pour finir cette émission en beauté avec vous, chers amis auditeurs. 01 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Libertad, ma chère Nadia, tu connais Libertad? Bien sûr. Voilà. On a remis le couvert parce que on s'est aperçu que les gens aimaient bien. Donc c'était un petit peu le moment défouloir de cette émission. Il reste 4 minutes, donc il va falloir faire vite. Et je compte sur tous les auditeurs qui nous appellent maintenant 01 40 33. Je rappelle que je ne sais pas qui ils sont, ni ce qu'ils vont nous dire. D'être rapide pour laisser un maximum d'auditeurs passer, d'accord? 01 40 33 9000 de Dijon, Clermont-Ferrand, Marseille, enfin partout ailleurs. Vous nous appelez maintenant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom et votre ville d'appel, s'il vous plaît? Mohamed de Paris. Mohamed, qu'est-ce qui se passe? Très rapidement, j'essaie d'être bref, dans le prolongement du débat que vous avez eu tout à l'heure sur la réaction et aux critiques et par rapport à l'islam. Oui. J'avais juste une remarque à faire, c'est que il faut absolument dépassionner systématiquement les débats et arrêter d'être dans la réaction et plutôt dans l'action. Parce que tant qu'on sera dans la réaction, on aura déjà perdu une étape. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est il faut absolument reconnaître à l'autre le droit de penser différemment de ce que nous sommes et de la religion. Il y a des gens qui ne croient pas. C'est tout à fait leur droit le plus légitime. Ils ont le droit de critiquer l'islam. Et à nous de nous positionner de manière responsable, mature et distanciée. Je pense que ce droit, ils l'ont compris. Merci Mohamed, à bientôt. À bientôt, ciao. Ciao, ciao. Voilà, c'est dit. 01 40 33 9000. C'est vrai que ceux qui aiment pas, qui ont le droit de critiquer l'islam, ils s'en privent pas. Hein. Oui, voilà. C'est pour ça coup, que ils y vont. Hein. On a pas besoin de leur rappeler. D'ailleurs. On a besoin de leur rappeler. Allô, bonsoir. 01 40 33 9000. Bien sûr, c'est le moment d'appeler Libertad sur France Maghreb 2 tous les jours pour finir cette émission tranquillement avec vos appels. Vous avez envie de nous dire un truc en particulier, un petit bonjour à passer à quelqu'un. Bref, vous faites ce que vous voulez. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Oui, bonsoir, je suis Ali de 75. Oui, Ali, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, tout à l'heure, vous avez parlé du... Je suis en direct, là. T'es en direct, mon ami, je décroche en direct, moi, je fais pas semblant. Vous avez parlé de la femme qui allait un enfant dans le placard. Ouais. Voilà, même une STF, elle va pas allaiter devant vous, monsieur Christophe. Non mais j'ai compris, mais t'as rien compris, Ali. C'est pas le fait qu'elle allait être devant moi qui me pose. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit du tout, Ali. Vous voyez, oui, ça c'est toute la difficulté. Il faut d'abord apprendre à écouter avant de parler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est religieux, même je sais pas qui, il va pas t'aller. Mais évidemment, je sais très bien. J'ai pas demandé à ce qu'elle allait être devant moi. C'est jamais ce que j'ai dit. J'ai dit que pour se cacher. Au lieu de rester dans la chambre, elle est partie dans le placard pour laisser passer le mec dans le couloir. Enfin, voilà quoi. C'est tout à fait normal. Bon, d'accord, c'est normal. Très bien. Voilà. Ok Ali, merci. Oui. Ciao, ciao. 01 40 33 9000. J'ai jamais demandé à ce que les femmes allaient être devant moi, mais ils sont malades ou quoi les mecs? Faut vous détendre les gars. 01 40 33 9000. Tu vois toute la difficulté de raconter une histoire là, quand t'es à la radio. Oui. Ça peut être interprété de plein de manières. C'est là, tu vois, toute le problème, c'était le placard en fait. C'était pas le problème qu'elle cache. Désolé, ça c'était le placard. Ouais. Bon, bref, peu importe. Allez, un petit dernier. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Salut Mohamed. Ouais, moi je vous appelle parce qu'il y a un type chez vous, un commentateur qui m'a beaucoup déçu, un mec que j'apprécie. C'est qui? Et qui a dit qu'il fallait il ne fallait pas préjuger sur Macron. Il fallait le laisser gouverner, puis on verrait après, quoi. Et puis maintenant, il nous dit le contraire. Il m'a dit, non, il vous avait prévenu. Qui a dit ça? Vas-y, balance. Celui que j'apprécie le plus dans votre radio, c'est qui? Je sais pas, moi, vas-y. C'est Christophe qui a dit ça. Non, c'est pas moi. C'est toi, Christophe. C'est moi. Ah oui. Et ouais, et alors, qu'est-ce que j'ai dit? Rappelle-moi, parce que tu sais, je peux en dire aussi des conneries. C'est-à-dire, arrêtez de dire du mal de Macron. C'est pas parce que s'il vient de la banque, forcément, on va il va faire des cadeaux. Je confirme, Mohamed. Je confirme, Mohamed. Puis on verra bien. Voilà. Tu confirmes quoi, toi? Je confirme que c'est ce que tu disais. Aujourd'hui, t'es très critique. Ouais, non, en fait, bien sûr. Mais attendez. Le mec, pour l'instant, Macron, il faut dire ce qui est. Il est en train de faire ce qu'il a dit. Moi, je suis désolé. Il a pris personne par derrière, enfin, en l'occurrence. Non, mais justement, toi, tu disais exactement, il faut pas préjuger. Laissez-le gouverner, puis on verra après. Mais on commence à voir. Parce que de toute façon, il avait prévu, il fait ce qu'il avait dit.
Mohamed, on va faire simple. C'est le premier qui est déçu avec critique. Mohamed, on va faire très simple. Non, il y a tout est cohérent. On va faire simple. Regarde, le mec Macron, j'ai jamais voté pour lui. Je suis pas macroniste pour un sou. D'accord. Maintenant, la démocratie a parlé. Après, ce qu'on en pense qu'on veut. Moi, je suis pour quand même de laisser essayer de faire ces différentes réformes pour voir si effectivement elles vont être payantes, même si pourtant je ne les partage pas et je les critiquerai. D'accord ? Parce que pour moi, elles sont incohérentes. Mais peut-être que c'est lui qui a raison, j'en sais rien moi. Mais je me laisse le droit aussi de critiquer lorsqu'il y a une connerie de dite. Et moi, ce que je déplore chez Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est ces écarts de langage. Ça commence à devenir pénible. Et ce mec qui se prend avec son ton autoritaire, ça me gêne, tu vois. À l'image d'ailleurs pour celui pour qui j'ai voté, pour être très transparent avec toi Mohamed, Jean-Luc Mélenchon commence à me fatiguer. Je commence à en avoir marre de ces donneurs de leçons qui n'ont jamais connu la situation d'un smicard et qui veulent représenter les smicards. Arrêtez 5 minutes. Voilà, c'était mon coup de gueule. C'était Libertad pour Christophe aussi. Merci Mohamed, salut mon pote. Salut. À bientôt, salut, ciao. Bon, vous savez, on peut aussi dire des conneries nous, hein. On n'est pas à l'abri de dire des choses et puis le lendemain on peut changer d'avis. Non mais c'est surtout qu'on peut changer d'avis. Non mais je vais pas changer d'avis moi. Ok. Alors là, je peux te dire des plus critiques envers Emmanuel Macron et sa politique, hein, on a bien compris. Hein. Pour nous, ça n'allait pas être voilà. C'est pas bon pour nous. Pour cette classe, comment dirais-je, pas pauvre, mais cette classe moyenne, tu vois, elle va morfler. Hein. Oui. Et on commence à morfler d'ailleurs. L'hiver n'est pas vraiment encore arrivé. C'est vrai, il paraît. Bon, allez, c'est terminé, on remballe tout et on revient demain avec Tariq Pami et Mourad Goual. Nadia, je te salue et je te dis à bientôt. Oui, et je rappelle à nos auditeurs que la 5e du Nadia Lazoni Show sur la médecine chinoise, est-ce que finalement le médicament n'est pas en nous, et c'est sur Speak Up Channel et RTV. Speak Up Channel et RTV. Voilà, vous avez ces 2 canaux pour regarder ça. Super, merci beaucoup Nadia, à très vite. Merci à toi Christophe, merci aux auditeurs. Medjed, désolé, je te laisse avec 2 minutes de retard. Mais il va falloir t'y habituer, c'est comme ça, hein. Tu sais, on a beau m'engueuler, plus on m'engueule, plus je fais le contraire, moi. 18h02, vous êtes bien sur France Maghreb 2, vous avez raison d'y rester. Le flash de 18h02, donc c'est avec Marine Garel, bonsoir. Bonsoir à tous. Les principales mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ont été présentées aujourd'hui par le gouvernement. Le prix du paquet de cigarettes va progressivement atteindre 10 € d'ici fin 2020. Après un premier relèvement dans les prochaines semaines, le paquet augmentera d'1 € en mars 2018, de 50 centimes en avril et en novembre 2019, de 50 centimes en avril 2020 et de 40 centimes en novembre 2020. Et puis, parmi les principales mesures, il y a également les 11 vaccins contre 3 actuellement qui seront obligatoires pour les enfants qui naîtront à... La Cour d'appel de Paris a ordonné le renvoi devant la cour d'assises des 2 policiers mis en examen dans l'enquête sur le viol présumé d'une touriste canadienne dans les locaux du Quai des Orfèvres à Paris. En juillet 2016, les juges d'instruction avaient prononcé un non-lieu, mais le parquet de Paris et la jeune femme avaient fait appel. La Cour d'appel a demandé que les fonctionnaires de la brigade de recherche et d'intervention soient jugés pour viol en réunion. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné aujourd'hui la mère d'un jeune djihadiste mort en Syrie en août 2016 à 2 ans de prison ferme sans mandat de dépôt pour financement du terrorisme. Cette conseillère commerciale en Alsace est soupçonnée d'avoir envoyé de l'argent à son fils. Lors de l'audience qui s'était déroulée le 5 septembre, le procureur avait requis 18 mois de prison ferme à son encontre, fustigeant ses mensonges et ses revirements dans ce dossier. Les pompiers catalans ont déployé une bannière « Aimer la démocratie » devant le musée de l'histoire de Catalogne. Ils réclament eux aussi la tenue du référendum d'autodétermination dimanche. Football et le Bayern de Munich limoge son entraîneur Carlo Club 3-0 face au PSG hier soir. Le Français Willy Sagnol prend les rênes de l'équipe par intérim. Et puis ils sont de retour. Dimitri Payet et Moussa Sissoko font partie des joueurs sélectionnés en équipe de France pour les 2 prochains matchs de qualification de la France pour le Mondial 2018. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.